Nous poursuivons la présentation des complications de la maladie de Still en discutant ensemble cette fois-ci les complications hématologiques après avoir vu celles pulmonaires. Alors, en effet, les complications hématologiques, je pense, tout le monde pense au syndrome d'activation macrophagique à juste titre, et c'est un élément d'inquiétude important auquel il faut penser régulièrement lorsqu'on a porté le diagnostic de maladie de Still. Et je vais revenir peut-être sur des vieux papiers qui datent de 85 de nos collègues de Necker, Anne-Marie Prieur, Claude Grisselli, Michel Hatchwell, qui, dans une première série de ce qu'on appelait autrefois une AJI rhumatoïde, arthrite juvénile rhumatoïde, et qui se compliquait d'une entité un peu bizarre qui avait été reconnue comme une atteinte hépatique, neurologique, avec des saignements diffus qui pouvaient ressembler par certains côtés au syndrome de Rey, associé à la toxicité de l'aspirine, mais qui survenait plus volontiers, pas toujours associé à l'aspirine. Donc ça a posé question et ça a conduit à l'identification de ce tableau d'activation macrophagique qui était connu par ailleurs dans d'autres maladies génétiques. Et c'est à travers ce vieux papier que la première information de l'utilité des corticoïdes est venue parce que sur la petite série de cas bien identifiés, finalement, ceux qui avaient reçu de la cortisone sont ceux qui s'en étaient sortis. C'est ceux, vous voyez, les 2 décès sont survenus chez des patients qui n'avaient pas reçu de corticoïdes. Donc le sentiment que cette complication, qui n'était pas encore appelée syndrome d'activation macrophagique, eh bien, pouvait répondre à la cortisone. Et donc c'est toujours vrai plus de 40 ans, ou presque 40 ans après. Alors quels sont les critères qui vous font penser au syndrome d'activation macrophagique? Alors on a des critères euh, officiels qui ont été récemment euh, publié par Angelo Ravelli et le consortium de la presse Printo, une étude internationale qui a visé à valider des marqueurs avec des cut-offs pour essayer de démontrer avec une bonne spécificité, une bonne sensibilité, les cut-offs adaptés pour porter un critère de syndrome d'activation macrophagique. Donc, chez les patients qui ont une fièvre persistante et une ferritine élevée, avec au moins 2 des paramètres biologiques qui sont listés ici. Mais il faut reconnaître que les seuils sont difficiles à mémoriser et on peut retenir que les plaquettes baissent, que les transaminases montent, que les triglycérides montent et que le fibrinogène s'effondre. Mais ce n'est pas aisé de faire ce diagnostic. Et cette année, il y a un autre travail commun de l'ACR et ELAR qui a cherché à lister les points particuliers de vigilance qui vont vous faire penser à un syndrome d'activation macrophagique et en les reprenant de haut en bas, la fièvre persistante, c'est un peu généralité. L'augmentation ou l'élévation de la ferritine ou d'autres marqueurs de l'inflammation et des notions de lésions tissulaires si les LDH augmentent. La cytopénie, qu'elle soit sur chacune des lignées, hein, c'est l'anémie, thrombopénie, neutropénie, lymphopénie, les dysfonctions hépatiques à travers les transaminases qui augmentent, la bilirubine qui augmente, une dysfonction, une coagulopathie avec le fibrinogène bas, et je l'ai mis en rouge parce que, à mon sens, pour le clinicien, c'est l'élément le plus discriminant. Quand vous avez un syndrome inflammatoire, mais que le fibrinogène, qui est une protéine inflammatoire, diminue, eh bien, c'est assez évocateur d'un syndrome d'activation macrophagique. Et cette dissociation-là est, à mon avis, très utile pour évoquer le diagnostic précocement sur ces marqueurs de biologie. L'augmentation du temps de prothrombine ou TQ, de l'INR, une augmentation des dédimères, la splénomégalie et des éléments de dysfonction du système nerveux central, une désorientation, une grande asthénie. Tous ces éléments-là sont assez évocateurs. Peut-être que demain, nous aurons des biomarqueurs un peu plus précis. Ici est listé l'ensemble des éléments qui ont été associés à un syndrome d'activation macrophagique. Et donc, vous voyez pas mal de marqueurs. On retrouve l'IL-18 qu'on mentionnait tout à l'heure dans les complications pulmonaires. Celle-ci est fortement élevée lorsqu'il existe un syndrome d'activation macrophagique. L'interféron gamma est également augmenté
moins que dans les causes génétiques de lymphohistiocytose, où l'interféron gamma est particulièrement élevé. Alors, quand on a un syndrome d'activation macrophagique, sans doute les premières réflexions qu'il faut avoir, c'est qu'est-ce qui cause ce syndrome d'activation macrophagique? Et en fait, il n'y a pas une cause de syndrome d'activation macrophagique. Il y a toutes ces situations particulières. On a des causes génétiques, médicamenteuses. Il faut traquer les infections. Il faut s'interroger sur la possibilité d'un cancer, d'une hémopathie. Et puis les maladies inflammatoires, comme la maladie de Steele, le lupus, qui sont des générateurs de syndrome d'activation macrophagique. Alors, si on regarde la distribution de chacune de ces situations, les anomalies génétiques par rapport à l'ensemble des situations de SAM dans la littérature, c'est pas loin de 20%. Donc, il faut vraiment se poser la question devant un syndrome d'activation macrophagique de l'enfant inaugural. Est-ce qu'il peut s'agir d'une lymphohistiocytose? Est-ce qu'on peut tester l'expression de la perforine en membrane? Est-ce qu'on peut faire un test de dégranulation? Est-ce qu'on peut aussi explorer la cytotoxicité? Ces trois tests important pour explorer les déficits de la fonction de dégranulation, la fonction cytotoxique des lymphocytes CD8 et des NK. Il y a aussi d'autres causes génétiques qui ont plus récemment été décrites. On mentionnait tout à l'heure NLRC4 dans les atteintes pulmonaires parce qu'il y a une IL-18 très augmentée dans ces maladies. Il y a un NLRC4, maladie de l'inflammasome, qui ne s'accompagne pas de défaut de la cytotoxicité à proprement parler, est une autre cause génétique que l'on peut retrouver. Les médicaments, certains médicaments qui vont donner un DRESS syndrome peuvent s'accompagner d'un syndrome d'activation macrophagique. C'est 30% des intoxications médicamenteuses de type DRESS qui s'accompagnent d'un syndrome d'activation macrophagique. Alors les infections, c'est toujours difficile de dire si elles sont trigger ou si elles sont cause, complètement cause. Certaines infections, comme la leishmaniose, elles peuvent être cause et uniquement cause. Et de traiter l'infection permet d'éliminer le syndrome d'activation macrophagique. L'ensemble des virus du groupe herpès, en revanche, eux, sont volontiers des triggers. Et ils vont être responsables à la primo-infection ou lors de réactivation d'un tableau de syndrome d'activation macrophagique. Hémopathie, cancer, chimiothérapie, on veut toujours traquer la tumeur quand on va avoir un syndrome d'activation macrophagique. Et là, le traitement par chimio s'imposera sur les autres immunothérapies. Donc, l'enjeu de démasquer correctement l'hémopathie ou le cancer. Et puis, le gros volet que l'on trouve dans les maladies de système, c'est une démonstration inaugurale de l'entrée dans un rhumatisme inflammatoire chronique. Certains sont idiopathiques au départ et vont se compléter ou s'expliquer par une maladie de style, par exemple, ou bien survenir alors qu'on avait déjà une maladie chronique. Dans ce cas-là, il faut cibler la maladie chronique et il faut donner des traitements immunosuppresseurs, parmi lesquels les anti-IL-1 semblent particulièrement intéressants. Alors, une autre complication hématologique, peut-être moins connue et plus récemment identifiée, c'est celle de la survenue de microangiopathie thrombotique contemporaine du syndrome d'activation macrophagique. Et dans cette série de 23 patients rapportés par nos collègues italiens, mais c'était une étude avec un appel à observation européen, eh bien 17 sur 23 cas avec un syndrome d'activation macrophagique et AGI systémique. Et quand est-ce qu'on peut penser à cette complication, microangiopathie thrombotique qui complique un SAM? Eh bien, il y a quelques points de chevauchement qui font qu'il faut y penser si c'est particulièrement sévère, parce qu'on a plus d'hémorragie dans ce cas de figure, les plaquettes sont plus basses, on a peut-être plus d'atteintes pulmonaires, donc ça nous renseigne aussi sur la complication qu'on a discutée juste avant. Et puis, fibrinogène qui est plus bas, des éléments de gravité plus sévères, une CRP et VS qui peuvent être plus bas. Alors, la VS, d'ailleurs, qui est pas un très bon marqueur du syndrome d'activation macrophagique, puisque vous savez que quand on a une consommation des facteurs de coagulation, la VS peut diminuer et être faussement rassurante. Donc, ne soyez pas rassurés d'une VS qui baisse alors que vous soupçonnez un SAM. C'est plutôt un signe qu'il se passe quelque chose. Et puis, l'élément, par contre, clairement discriminant, c'est l'atteinte rénale. Quand vous avez une atteinte rénale, en même temps qu'un SAM, traquez la microangiopathie thrombotique. C'est très évocateur et c'est une situation rare, mais qui peut être mortelle. Donc, il faut savoir s'en méfier.
Alors, je vais finir sur cet arbre décisionnel de proposition de management du syndrome d'activation macrophagique qui nous vient des dernières recommandations publiées cette année dans ARD d'un travail fait par l'ELAR et la CR, où vous voyez que face à une suspicion de SAM ou de lymphohistiocytose génétique, on est face à un syndrome hyperinflammatoire. Eh bien, pensons déjà à faire le diagnostic de SAM sur les paramètres biologiques discriminants. Et la ferritine qu'on a mentionné, les marqueurs d'inflammation, les marqueurs de lésions tissulaires comme les LDH. Regardons la coagulation et le fibrinogène en particulier, les triglycérides qui peuvent être augmentés, les enzymes hépatiques. Et puis, on peut avoir des anomalies neurologiques qui seront des éléments évocateurs. Eh bien, on élimine, ça reste une situation d'explorer la cause de ce SAM une fois qu'on l'a trouvé. Est-ce que c'est une infection? Est-ce qu'on a une leucémie, un lymphome débutant en fonction d'une masse tumorale, de cellules anormales en périphérie? Eh bien, on explore. Et puis, on va traiter. Alors, je dirais que au départ, il n'y a pas beaucoup de risques de donner des corticoïdes. Donc, bien sûr, il y a tous les traitements de support, éventuellement des antibioprophylaxies ou biothérapies guidées par ce que l'on observe, mais les corticoïdes sont le premier traitement nécessaire devant le diagnostic de SAM, auquel on ajoutera de l'anakinra éventuellement, qui est facile à manipuler sur la base de 24 heures, avec des doses que l'on peut augmenter facilement. Et puis les IVIG qui sont aussi proposés et retenus dans cet algorithme. Notre usage, c'est plutôt de le garder lorsqu'on a une infection, notamment parvo B19 par exemple, pour contrôler une situation de trigger infectieux. On monitore, on réévalue régulièrement et puis en fonction de la cause, en fonction de la sévérité, eh bien, avec une équipe pluridisciplinaire, on va rentrer dans le cadre de traitement d'une infection. C'est des éventuellement corticaux, IVIG, anakinra, mais on traite l'infection bien sûr. Les situations de tumeur, on sera plus agressif avec des traitements de chimiothérapie éventuels. Et puis, dans les protocoles de HLH, de lymphohistiocytose, sont mentionnés les anti-interférons gamma, le protocole HLH 94, et puis peut-être plus récemment aussi des stratégies anti-lymphocytaires comme les anti-CD52. Et puis le BV aussi qui peut être éliminé par du rituximab, par exemple. Et puis dans les situations de maladies inflammatoires, on revient sur corticoïdes et anti-IL1 comme traitement de référence. Et vous avez vu qu'on ne parle peu des anti-IL6 dans ce cas de figure parce que les anti-IL6, en raison de la neutropénie induite, en raison de la cytolyse hépatique, elles peuvent en effet masquer peut-être un syndrome d'activation macrophagique. Donc on y préférera un anti-IL1. Voici un peu brossé les complications hématologiques et l'actualité sur le sujet. Et nous allons conclure sur la présentation suivante.